Donc on va recommencer avec une lecture par Karim d'un extrait voilà, du début de N'appartenir. Rentrez, n'ayez pas peur. Au commencement, il y a la honte. Elle plane à l'intérieur de toi, insaisissable et délétère. Un cancer, une méduse qui t'habite, te constitue. Un putain d'alien dont l'existence est entièrement vouée à pourrir la tienne, à s'épandre, à t'étouffer de l'intérieur. Tu as 7 ans, 6 ans, 9 ans, pas 50 comme aujourd'hui. Les mots te font défaut et aussi les idées. La colère n'est pas encore née qui te permettra de sortir et regarder. La honte le sait. Cette salope se nourrit du silence et du tabou. Et comme vous faites corps depuis toujours, le tabou c'est toi, l'interdit c'est toi. Rien d'autre n'existe que cette indicible vérité, tu ne devrais pas être. Il y a longtemps maintenant l'orage, les langues enroulées dans l'orage et la salive de l'orage. Les mensonges ont tout le loisir d'envahir la ville jusque dans ses impasses sombres. Marche. Marche au pas, marche ou crève, marche en cadence, marche. Un pas, un autre, marche. Dans toute l'année 2014, moi j'ai accompagné le mouvement avec la poésie. Parce que je me suis dit que c'est avec la poésie que je pouvais dire le plus intensément ce que je voulais. Alors, ce premier texte il est un peu long, mais c'est un survol de notre société. Quelque part, j'ai fait un bilan de 27 ans de pouvoir militaire. Et 27 ans, on a le temps de déguster. Moi, l'enfant d'autrui, autrui qu'on détruit dans la tête de son enfant, par vos mots, faux semblants qui perforent les cachettes, en toute bonne foi, sans prendre garde, parce que c'est comme ça. Toute chose comprise et acceptée, anormalement normale. C'est un immense témoignage et on ne se trompe pas sur ce qui est dit, sur ce qui est dénoncé, etc. Et en même temps, je sais pas comment dire, c'est pas, ça touche beaucoup plus que des photos dégueulasses ou... Mais il est vrai que moi je dois écrire parce que quand c'est dans la bataille, c'est impératif d'écrire. Pourquoi? Parce que j'ai des collègues qui sont bloqués au pays, qui eux sont directement dans l'œil du cyclone. Moi je suis dehors, je retrouve. Je ne dis pas que c'est un devoir, mais je peux quand même dire certaines choses. Et par chance, j'ai une certaine audience, des gens m'écoutent. Je ne sais pas si c'est le deuxième, en tout cas c'est ce que j'ai préparé pour ce soir, donc on verra bien comment ça va se passer dans la construction du reste du roman. Bien après les pistes, les forêts et le vent dans les feuilles de bananier, les cabanes en bois, le pick-up slalom entre les nids de poules, les roues géantes, efface les empreintes des éléphants sauvages. Dans cette partie du monde, l'océan végétal couche avec le bleu du ciel. La mort de mon frère rendait la beauté insupportable. Les paysages, les arbres et la grâce de l'aube me donnaient envie de pleurer. 6 heures du matin, le village apparaît dans la brume, calme, immobile, presque inquiétant. C'est quoi la fiction de la description? C'est paysage, état, est-ce que c'est en attente de quelque chose? Et puis on a un autre truc assez cru, où on a une douleur, voilà, une qui n'est pas douleur. traitée, je suis d'accord, oui, elle n'est pas traitée. Totalement. Elle est en suspens et elle est à écrire et à décrire. D'accord. Et est-ce qu'on doit établir un rapport? Parce que c'est comme ça que vous l'avez lu ce soir. Est-ce qu'on doit établir un rapport entre les deux ou pas? Voilà. Ou est-ce que c'est deux extraits totalement distincts Je pense qu'il y a un rapport, mais il y a sûrement une ellipse temporelle en fait ici, entre les deux, entre les deux premiers chapitres et le troisième. D'ailleurs, le roman pour l'instant il est construit en fonction de lieux, le village, la ville et ensuite la jungle. Et entre les trois il se passe beaucoup de choses. Hein. Il y a 6 mois d'écriture, ou 1 an, ou 2 ans. Ilana, tu vas lui lire un récit, d'un souvenir à Istanbul dans ton enfance. Et donc ce n'est pas un extrait, c'est sous la forme d'une courte nouvelle. Le soir du spectacle, alors que nous, les enfants, essayons d'empêcher que notre mère hystérique tire sur notre père, un ivrogne s'est mis à crier à la grille du jardin. Les invités ont pensé que cette intrus faisait partie du sketch. Leila Ghosn, totalement inspirée, improvisait comme si elle réglait ses comptes avec l'ivrogne qu'elle accusait d'être issu des mauvaises fréquentations de son mari. Mais mon père, un gars très droit, ne comprenait plus rien et était revenu à son rôle prudent et effrayé. Il ne ressemblait plus du tout à son personnage d'ouvrier racaille.
Entre l'allemande habillée en tenue de danseuse orientale, mon père et sa fausse moustache, les lagons et son fichier de paysanne, l'ivrogne faisait naturellement partie du film turc. Les invités ne pouvaient plus s'arrêter de rire. Il n'y a eu qu'un seul numéro du Maadeni Ahval. 2 mois plus tard, c'était le coup d'État militaire. On a entendu parler des exécutions, des procès, des peines de mort, des centaines de disparus, de milliers d'exilés politiques. Pendant plusieurs mois, tous les journaux étaient interdits. Mais bon, si Maadeni Ahval a disparu, ce n'est pas à cause de ça. Cette espièglerie, elle fait vraiment du bien. Elle est vraiment jolie. L'acte de résistance, c'est l'enfance, quoi. Cette espèce d'élan, en fait. Est-ce que ça t'a donné envie de continuer autre chose, de faire un autre volet ou un autre chapitre du même ordre? Est-ce que c'est comme un fil que tu aurais tiré qui t'aurait peut-être amené d'autres souvenirs que tu as envie d'écrire ou pas? Je me suis aperçue il n'y a pas très longtemps que je suis plutôt une femme d'histoire courte, de nouvelles, et que c'est pour moi c'est plus des petits morceaux comme ça que j'aimerais savoir accoler ensemble. Donc voilà, idéalement, effectivement, j'aimerais continuer à écrire d'autres histoires courtes. C'est un roman qui raconte l'itinéraire de Makia, de son enfance à sa vie adulte. Donc c'est l'héroïne du roman et les combats auxquels elle est confrontée par rapport à son identité, qui elle est, d'où elle vient, où elle va. Le peu d'affaires qu'elle a pu réunir, du précieux matériel auquel elle s'accroche avec un désespoir à peine contenu. L'immeuble est noirâtre et se fond parfaitement dans le décor qui s'offre à elle depuis qu'elle a quitté la gare du Nord. Tout est gris. Les arbres aux branches nues sont comme figés de stupeur face au spectacle de leurs feuilles agonisantes, qui expirent enfin quand des milieux de pas les écrabouillent. La feuille d'automne emportée par le vent, tu parles. Et c'est pas incessant, ce monde, une foule sans éclat, sans sourire, les mêmes visages qui la dévisagent, qui lui demandent en silence « Qui es-tu ? D'où viens-tu » Merci de ton texte. Moi, ça m'a beaucoup parlé. Effectivement, je rejoins Louise sur l'écriture visuelle. J'ai beaucoup aimé, en tout cas, tous les détails de la féminité, le caddie, les condiments, les produits, les tissages, les physiques, etc. Récemment, j'ai vu un film, c'est pas du tout pour comparer, qui s'appelle Bande de filles. Et c'est un film pour moi qui a été une usurpation de... Bon, après, c'est que mon opinion, hein, je critique pas tout le travail de la réalisatrice. Je suis presque d'accord. Mais c'est-à-dire que pour moi, la carte postale que tu as faite de ces filles-là, les jeunes, on appelle ça des niafous, en tout cas des jeunes... des fatous, quoi. Des fatous, voilà, de Paris, etc. Elle est beaucoup plus visuelle parce qu'elle est ressentie, parce qu'elle est biographique, ça c'est vrai, mais aussi parce qu'elle est tendre et parce qu'elle est à l'intérieur. Et à l'intérieur, ça veut dire parler des odeurs, parler des visages, parler des choses que nous, on observe, qu'on connaît, et qui font une identité. Et tu te posais la question sur est-ce qu'il faut écrire sur l'identité? Oui. Il faut écrire aussi sur ce qui dans le réel, sur ce qui traverse Paris, et sur ce qu'est la France d'aujourd'hui. Et la France d'aujourd'hui, c'est les odeurs, les couleurs, les choses qui font que même si on se dit je suis sénégalais, oui tu es sénégalais mais tu es aussi français, et la France d'aujourd'hui c'est aussi ce qu'on a dans son caddie, c'est aussi à quoi on ressemble, c'est aussi ce qu'on sent, ce qu'on dit et tout. Et vraiment je te remercie de ton texte parce que pour moi c'est une sorte de pied de nez à ce film qui était pour moi une espèce de truc mais plat quoi. Plat, je veux dire moi ces filles-là je suis pas noire, j'ai pas 16 ans, même si j'aimerais bien avoir 16 ans, mais en tout cas pour moi, ça a été une sorte de vol de cette génération. Et quand je t'entends, je me dis, mais je suis super contente qu'on ait des auteurs de ton âge et qui, justement, ont décidé d'écrire sur eux et sur cette parole-là, quoi. Et je trouve que tu le fais très bien. Voilà. Merci. La Dame du Poste commence l'émission comme si elle allait pleurer et apparemment, il y a un Charlie qui est mort et tout le monde est triste ce soir. Les gens qui appellent disent tous « Je suis Charlie », comme s'ils faisaient tous partie de la même famille. Et en les écoutant parler, je me mets à avoir du chagrin pour Charlie. La tristesse n'a pas de frontières. Des fous auraient tué des gens qui dessinaient. Il n'y a rien de plus tendre que le dessin. Les mêmes fous qui tuent dans mon pays, mes ancêtres, et violent mes sœurs. Maman, papa et moi, nous pensions qu'ici il n'y aurait rien. Partis de Beyrouth parce qu'on avait peur là-bas aussi. Je commence à croire mon père quand il dit que nous sommes un peuple maudit. Le mal est venu presque à nos pieds et le monstre s'est réveillé en plein cœur de Paris. Monstre à peine endormi, en sommeil depuis longtemps. Je me mets à trembler, je ne veux pas que mes crises recommencent. Je n'ai plus ni shit ni de clope, je ferme les yeux. Je ne sais pas qui est Charlie, mais moi je m'appelle Abad et j'ai mal pour mon pays, la Syrie. Je me lève doucement la tête vers la lune en pensant à Shaima, Hafez et les autres, et la famille de Kobané. Je regarde la lune et je me mets à chialer parce que ce que je ne fais jamais devant personne. C'est vrai que parfois les miens, souvent me dégoûtent car ils sont bouffis d'orgueil et frappés d'amnésie.
Mais ce soir, je laisse monter la chose en moi, l'amour, ceux des miens. Il ne pensait pas à si bien finir. Il avait passé son bras sur elle pour parachever le tableau macabre. Mais la femme sans visage respire, sent la chaleur humaine, retourne son visage et distingue le crâne rasé d'Arcane. Ses cheveux repoussent un peu. Les cicatrices restent apparentes qui rythment sa peau de rayures blanches et violettes. Elle ne sait plus qui elle est. L'avenir commence. L'homme providentiel est tombé là. La peur a quitté le regard de la fille. N'importe qui fera l'affaire. Il respire encore, c'est l'essentiel. Vous êtes les bienvenus, vous qui osez continuer à aimer dire ce qui doit être dit, parce que cela surgit de la matière même, de là où la pensée va jusqu'aux mots, de là où la chair des mots arrive, monte aux lèvres jusqu'à l'air et respire et modifie les choses. La lecture là m'a vraiment touchée, mais c'est pas moi qui vais parler, c'est vous, donc dites-moi. C'est un très très bel hommage à la création, un élan vers oser. C'est vrai que moi aussi j'étais une fanatique des troupes, et je trouve que ce qui se passe aujourd'hui dans le théâtre, c'est dans ce théâtre en lui. Et j'ai beaucoup pensé, en vous écoutant après, dans l'après-coup, au 4e mur de Serge Chelandon. Je ne sais pas si vous l'avez lu, mais c'est un texte qui se passe à Beyrouth, où il y a justement quelque chose de la sentinelle du théâtre. Et je trouve que c'est un magnifique hommage à se regrouper, à faire des choses ensemble, au lien social. Voilà. Il m'a beaucoup ému votre texte. Quand on est dans l'urgence et qu'on veut venir donner de l'aide, il nous faut un événement exceptionnel pour justifier une intervention. Après, est-ce que c'est la faute des Big Pharma? Est-ce que c'est la faute des États? Vous connaissez tous les maladies orphelines, l'amyotrophie qui est donc génétique, qui n'est pas virale. C'est un peu la même chose, ça a été délaissé, il n'y avait pas de marché, donc aujourd'hui il y a un marché sur Ebola, donc vous avez vu que en 2 mois on est capable de monter un essai clinique sur deux molécules, bon c'est des antigrippaux qui étaient déjà sur le marché mais malgré tout, et c'est à l'arrache et en violence de méthode. Le dispositif, en fait, c'était l'idée de tourner avec des téléphones portables et de trouver une forme particulière, c'est-à-dire de ne pas faire un court-métrage comme on ferait un court-métrage en pellicule ou en vidéo, enfin, avec une vraie caméra, mais de faire un voilà, de trouver une forme qui soit une forme qui corresponde au portable. Rome gingembre. Cool. Ce soir, nous recevons Djibril Diao pour un documentaire donc, mauritanien qui s'appelle Retour sans cimetière et qui raconte une histoire. Bon, alors vous verrez, le film dans la forme est très différent, mais pour ceux qui connaissent, ça peut évoquer un film palestinien, enfin palestino-israélien qui s'appelle Five Broken Cameras et qui raconte une histoire de paysans qui sont confrontés à une spoliation de terre et qui n'arrivent plus à cultiver leurs terres. Je trouve le film excellent, très beau, très poétique. Une seule chose qui me gêne, c'est qu'on n'a pas eu la voix du bourreau. Le vrai mot, on ne l'a pas entendu parler, on aimerait bien avoir le point de vue de l'autre aussi, qui se défend un tout petit peu. Je ne sais pas si c'est par souci, tu as eu le problème de les avoir, c'est pas facile de parler dans ces cas-là. Je ne sais pas si tu as eu cette difficulté ou si c'était un choix de ta part. C'était très difficile de l'avoir parce que c'est quelqu'un qui refuse tout contact avec les gens. En plus, il ne vit plus dans le village, il vit à Nouakchott, à la capitale.